Alors, mon oreillette étant remise en place, Monsieur Zabé Frédéric est avec nous. Comment résoudre les conflits dans le couple? Alors, on en déduit une logique dommage, c'est qu'il y a forcément conflit. Oui, bonjour madame, Bonjour à vous. bonjour très chers téléspectateurs, c'est un plaisir encore pour moi d'être sur ces plateaux. Mhm, Il faut savoir que la vie de couple, ce n'est pas une eau douce qui coule à tout moment sur le long de la vie. mhm. Il y a des vents impétueux qui s'élèvent et puis bon, qui font qu'il y a de grosses vagues qui peuvent amener à la séparation. Et donc si les membres du couple n'ont pas des piliers sur lesquels reposer, évidemment, ils vont se laisser emporter par les crises. Parce que les crises vont toujours joncher la vie de couple. Ça, c'est inévitable. C'est inévitable. Inévitable. Il ne peut pas y avoir deux intelligences différentes, deux cultures différentes, deux tempéraments différents, deux tout différents, deux mondes différents qui se mettent ensemble sans qu'il y ait forcément de clash. Ce n'est pas possible. Alors, je me souviens que les conseils usuels, c'est de dire ne permettez à personne de rentrer entre vous, réglez vos problèmes entre vous. C'est pas la peine d'aller expliquer ta vie à ta copine parce que c'est elle qui va te trahir, ni à un ami puisque tu ne sais même pas qu'il est jaloux. En fait, parle à ton mari, monsieur parle à madame et puis réglez vos problèmes. C'est C'est la cela, solution. c'est la solution et c'est la meilleure. Parce que quand on a des problèmes particuliers, il faut éviter de répandre ces problèmes-là au dehors. Même si c'est avec ses proches, parce que très souvent, on donne à nos proches les arguments, les armes pour nous attaquer. Et donc, ce n'est pas seulement pour nous attaquer, mais comme ils ne sont pas professionnels en général de la gestion de conflits, très souvent, ils peuvent nous donner des conseils qui sont inappropriés. Donc, le plus important, c'est de disposer soi-même des outils pour régler ses propres problèmes. Bon, ça c'est théorique, mais en pratique, souvent on n'a pas assez de recul pour d'abord pour réaliser qu'on a besoin d'aide, ou bien pour savoir comment aborder l'autre. Il y a l'ego qui rentre en ligne de compte, et puis souvent quand on voit le visage de madame ou de monsieur, parce que nous les Ivoiriens on sait bien faire ça, comme on dit attacher le visage, Ouais, on sait bien faire ça. ouais. Souvent on se dit non, quand je vois comment il a attaché son visage, c'est même pas la peine que j'essaye. Donc des fois on a l'impression qu'une tierce personne, que l'homme respecte ou que la femme respecte, pourrait intervenir et attirer l'attention du conjoint. C'est vrai, les témoins, par exemple, de mariage ou une tierce personne quelconque, c'est vrai, ça peut être un recours, mais ça ne doit pas être un recours systématique. Vous voyez, parce que quand vous recourez systématiquement à des personnes extérieures à votre couple, ces personnes-là ne vivent pas vos réalités. Ils ne ressentent donc pas vos réalités comme vous les ressentez. Et puis, en plus de ça, leurs interventions, comme j'ai dit préalablement, peuvent être inappropriées. Donc, le plus important, c'est pas de s'imaginer qu'il n'y aura pas de problème. Il y en aura forcément. Donc, c'est de se prémunir. C'est pour ça que nous sommes sur ces plateaux, pour indiquer aux gens les comportements inappropriés, par exemple, quand il y a une crise. Quand il y a une crise, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Avoir recours systématiquement, par exemple, aux témoins de mariage. Pour moi, c'est une Ils sont erreur. là pourquoi? Quel est leur rôle? Parce que ça aussi, on va chercher des témoins de mariage, peut-être qui ont des noms ronflants. Euh, Là où à la base, le témoin de mariage est là pour aider le couple, ou bien c'est pas son rôle. Si, si et si. Très en général, les gens ils se trompent. Souvent, ils font des erreurs en choisissant, par exemple, des témoins de mariage dans leur famille. C'est une grosse erreur, une grosse gaffe. Ah bon? Il faut jamais, oui. Un témoin de mariage, comme vous l'avez dit, son rôle, c'est d'assister, c'est d'accompagner, c'est d'encadrer, de donner la main, de guider le couple. Et si c'est cela son rôle, ça veut dire qu'il doit pouvoir faire les choses avec empathie, c'est-à-dire avec une certaine distance par rapport aux événements. S'il a une implication quelconque dans le problème qui se pose, s'il y a des liens de famille, c'est pas évident qu'il puisse avoir cette vision détachée qui puisse amener à une résolution objective du problème qui se pose. Mais est-ce que, je prends un exemple concret, je peux avoir ma soeur, ma grande soeur, avec qui je suis très complice et puis amie, et je me dis, je la prends comme témoin de mariage parce qu'elle s'entend très bien avec mon mari, et je me dis qu'en cas de problème, d'abord elle est ma soeur aînée, je vais l'écouter. Deuxièmement, mon mari l'apprécie beaucoup, et je me dis que c'est peut-être la meilleure personne qui ne me jalouse pas, qui ne m'envie pas, qui est contente de mon bonheur, qui peut m'assister. C'était un mauvais raisonnement. Très mauvais raisonnement. Imaginez-vous par exemple que votre époux, je ne le souhaite pas, qu'il injurie vos parents. Votre grande sœur est votre témoin de mariage. Vous pensez qu'elle va accepter cela? C'est pas évident. Tant qu'il y a certains problèmes entre vous, bon, qui sont mineurs, ça peut aller. Mais quand ça touche à certaines intimités familiales, les parents sont inappropriés. C'est pour ça qu'il ne faut pas choisir un témoin de mariage dans la famille. Il faut prendre quelqu'un dont les deux membres du couple peuvent avoir un certain respect, une certaine vénérance en fait. De sorte que quand la personne intervient, on dit « Oh là là, c'est la seule porte à laquelle on ne doit pas frapper. » Parce que là, quand on frappe à cette porte, moi, je n'ai plus rien à dire. Il faut qu'il soit comme ça. D'accord.
Parce que les deux membres généralement, ce du qu'on couple. voit aussi, c'est que c'est une personnalité. On aime bien ça, faire un beau mariage avec un tel et un tel et un tel. Mais ce n'est pas forcément des gens qui sont proches du couple. C'est peut-être des gens qui ont un nom qui impressionne. C'est toujours les erreurs qu'on commet, juste pour le snobisme, juste pour faire bien. Il faut que mon témoin de mariage soit le président de la République. C'est toujours un honneur pour moi d'en avoir un comme ça. Mais est-ce que la personnalité, parce que ce n'est pas sa personnalité politique et publique qui m'intéresse ici, c'est dans ma vie privée, est-ce qu'il a une certaine influence sur moi? Est-ce que demain, quand j'aurai un problème, est-ce qu'il sera là pour moi? Parce que son calendrier déjà ne lui permet même pas d'être là à tout moment. Il va déléguer ses pouvoirs à d'autres personnes, alors que ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Donc, le plus important ici, c'est d'avoir une vision claire de tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que je veux avec mon époux? J'ai envie de bâtir un foyer où il y aura des crises, certes, mais où j'aurai des moyens pour surmonter la crise. Et quand la crise intervient, il y a des comportements à ne pas avoir, parce que la crise va forcément intervenir. Maintenant, le problème de l'humanité, ce n'est pas tellement les problèmes qu'on expérimente, les problèmes sont là. Le problème réside dans comment on résout nos problèmes. Parce que c'est la résolution de nos problèmes qui nous enfonce ou bien qui nous élève, très généralement. Donc la première chose, quand il y a une crise, il ne faut pas commencer par accuser forcément le partenaire. D'abord, mais déjà, je ne sais plus s'il faut chercher de l'aide ou il ne faut pas en chercher. Est-ce qu'il faut aller vers une tierce personne ou il faut résoudre soi-même les problèmes à la base? On a dit beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'on retient? On retient que l'idéal, c'est qu'on ait des outils pour régler nous-mêmes nos problèmes. Et tant qu'on peut, faire le maximum possible pour régler nous-mêmes nos problèmes. Monsieur et madame s'asseyent, ils ont des problèmes, c'est des grandes personnes, ils trouvent les ressources en eux-mêmes pour régler leurs problèmes. Ce serait ça l'idéal. Les personnes extérieures, que ce soit les témoins, les parents, n'importe qui, ça doit être les solutions ultimes. Parce que quand souvent la crise atteint un certain seuil, il est difficile qu'on résolve ces problèmes-là tout seul. Donc, en ce moment-là, on peut avoir des recours extérieurs. Mais ces recours-là ne doivent pas être systématisés. C'est ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas qu'au moindre petit problème, qu'on court directement vers un témoin de mariage. Et quand il y aura une grosse palabre, en ce moment-là, quelle influence il va avoir? Donc, il ne faut pas systématiser les recours extérieurs. La première chose, c'est de s'appuyer d'abord sur les ressources internes au couple. Et de la bonne façon. Ne pas commencer par critiquer son partenaire. Parce que figurez-vous, madame, qu'il n'y a personne sur cette terre qui aime les critiques, même pas les enfants. Personne. Si vous voulez donner un message à quelqu'un, que cette personne accepte votre message, ne commencez pas par la juger. Ne commencez pas par la condamner. Ne commencez pas par la critiquer. Ne commencez pas par vous attaquer à sa personne. Attaquez-vous plutôt au problème. Montrez-lui l'impact négatif du problème sur votre vie de couple. C'est cela qu'il faut faire d'abord quand il y a une crise. Alors, je prends un exemple, un monsieur qui boit comme un trou et sa compagne, sa femme, l'interpelle à chaque fois, il lui promet de changer, il ne change pas, il rentre tard, enfin, et elle en a marre, donc elle souhaite crever l'abcès et ça crée une crise dans le couple. Alors, quand elle va en parler aux témoins, parce que le monsieur n'arrive pas à communiquer, elle va dire il est soulard. Donc, elle ne doit pas l'accuser, même si c'est le cas, même si c'est réel, il est soulard. Vous voyez, quand vous vous attaquez directement aux personnes, la seule chose que ça réussit à faire, c'est de soulever les égos, de soulever son orgueil. Vous commencez par m'injurier. Je me ferme tout de suite à la discussion parce que je ne supporte pas qu'on m'injurie. Et il n'y a personne qui supporte les injures. Ne commencez pas par le traiter de soulard. Vous savez, être soulard, c'est une dépendance. Et une dépendance, c'est une maladie. Peut-être qu'il y va avec son argent, avec sa main, il prend le verre et puis bon, voilà, il fait ça lui-même. Mais arrivé à un certain niveau, c'est le corps même qui demande ses produits. C'est pareil autant pour l'alcool que pour la drogue. Arrivé à un certain moment, c'est le corps qui demande. Donc c'est une maladie. Si vous commencez par attaquer de front, vous risquez de fermer la porte. Oh, il ne faut pas dans les discussions, il ne faut pas dans les règlements de conflit fermer la porte dès le départ. Non, la porte doit être toujours ouverte. Donc, s'attaquer directement à la personne par les critiques, les jugements, c'est déjà fermer la porte. D'accord. Combien même ce soit fondé? Mais ce n'est pas fondé. C'est fondé, mais quel est l'objectif final? Parce qu'on pose des actes par objectif. Oui. Mon objectif, c'est que mon mari ne soit plus un soulard, que ma femme ne soit plus quelqu'un qui aime la fête, par exemple. C'est ça mon objectif. Quand je commence par la critiquer directement, qu'elle se braque, est-ce que j'atteins mon objectif? Non. Sûrement pas. Donc, il ne faut pas commencer par là. Lui présenter les choses telles que l'impact négatif, lui expliquer les choses. L'avantage dans les explications,
ça vous amène à la tolérance, ça vous amène à la compréhension. Parce que vous allez puiser au fond de vous-même les arguments pour convaincre l'autre de ce qu'il est en train de faire, nuit à votre vie de couple. Et cette recherche systématique, ça vous emmène à un dépassement du problème. Deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas, deuxième comportement qui est un peu nocif dans les relations, dans les jugements, enfin je veux dire dans les règlements de conflit, c'est qu'il ne faut pas s'attarder, il ne faut pas appuyer son argumentaire uniquement sur les aspects négatifs du problème. Parce qu'en tout problème, il y a toujours aussi quelque chose de positif. Donc, il ne faut pas s'attarder uniquement sur les aspects négatifs. Mais quand le cas que j'ai pris, qu'est-ce qu'il y a de positif dedans? Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose de positif dans l'ivrognerie. Mais au moins une chose, c'est que vous expérimentez les effets négatifs de l'ivrognerie. Peut-être qu'avant, vous en entendiez parler uniquement. Mais maintenant, vous avez vécu ça. Donc, vous pouvez prendre des décisions par rapport à ça pour ne pas que votre mari ou vos enfants même y tombent. Parce que si vous n'avez pas touché le problème du doigt, et ce n'est pas évident que souvent vous ayez les outils pour empêcher vos enfants de tomber là-dedans. Maintenant que vous savez ce que ça produit, ben vous êtes bien placé pour avoir les outils pour conseiller, par exemple. Donc, il ne faut pas s'attarder sur les aspects uniquement négatifs. Il faut voir les bonnes... Je ne dis pas forcément de tirer les bonnes choses, mais tirer l'enseignement qui ressort toujours d'un problème. Ça, c'est très, très important. Comme je l'ai dit, si vous ne critiquez pas votre partenaire, que vous ne vous attardez pas uniquement sur les aspects négatifs, commencez aussi par ne pas résoudre le problème de sorte à ce que vous-même, vous n'exposez pas de solution, de piste de sortie. Vous posez des problèmes, vous ne faites que poser des problèmes, mais vous ne proposez rien. Si vous avez cette attitude, ce n'est pas évident que vous puissiez régler vos crises internes. Donc, il faut poser les problèmes puis avoir des solutions? Absolument. Si je soulève un problème, c'est que j'ai moi-même en même temps des solutions. Mais ce n'est pas nous qui créons le problème. Ce n'est pas la personne qui se plaint qui crée le problème. Donc, elle n'a pas forcément la solution. Elle fait un constat triste et puis elle souhaite que la situation change, mais elle n'a pas la solution. Mais le souhait que la situation change, en comment la situation peut changer, ça c'est une solution. Comment est-ce que cette situation qu'on déplore peut changer? C'est une solution qu'on propose au mari. Moi, je constate par exemple que ma femme est ivrogne. Ben, j'ai envie qu'elle sorte de là. Qu'est-ce que je lui propose pour sortir de là? Quelle aide je lui propose? Quelles sont les pistes que je lui indique? Ben, si je n'indique rien, si je ne lui montre pas que je serai à ses côtés pour l'accompagner dans sa volonté de s'en sortir, je ne fais que la bombarder de mes jugements, de mes critiques. Mais tu es une femme, tu ne devrais pas, et ceci et cela. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Dire la vérité à l'autre en disant il faut te ressaisir. On a des enfants, il faut qu'on gère le couple. Il y a d'autres choses à gérer plutôt qu'à gérer l'ivrognerie. Donc ressaisis-toi, sinon tu perds ta famille. Ça, c'est pas bon. La vérité, elle est toujours bonne à dire. Elle est toujours bonne à dire. Le problème, c'est comment on dit la vérité. C'est toujours cela. Un électrochoc, c'est pas bon? Pas toujours. Pas toujours. C'est quelquefois nécessaire de réveiller des gens par électrochoc. C'est nécessaire quelquefois. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne jugeote pour pouvoir apprécier les moments où il faut bombarder quelqu'un d'électrochoc, etc. Mais il ne faut pas systématiser. Faut pas systématiser. Il faut savoir, comme je l'ai dit, qu'il n'y a personne. Personne sur cette terre qui aime qu'on la critique. Qu'on la juge, qu'on la condamne d'avance. Donc, si vous n'avez pas envie de vous affronter, ne soyez pas dans ça. Allez-y à l'essentiel qui est de vous en sortir. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes de couple auxquels moi j'assiste de façon indirecte. Très souvent, les gens ne savent pas se parler. On dit toujours aux gens, parlez-vous, parlez-vous, c'est la solution à vos problèmes. C'est vrai que se parler, c'est la solution. Mais personne n'indique comment se parler pour que ça donne des résultats. Comment on se parle? C'est ce que je suis en train de dire. On se parle en se basant, par exemple, sur ses tempéraments. En connaissant le tempérament de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des choses préalables à faire avant d'arriver au problème à résoudre. Mon père me disait, au lieu avant de chercher à résoudre un problème, il vaut mieux éviter de le poser. Donc, pour éviter de le poser, il faut s'appuyer sur certains leviers. Par exemple, connaître les besoins spécifiques de la femme et de l'homme. Si vous savez les besoins d'une femme, vous savez comment lui plaire. Si vous connaissez son tempérament, vous savez comment vous comporter avec elle pour ne pas qu'il y ait un choc de front. Si vous savez les différences physiologiques, vous savez qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas lui demander. Donc, dans la résolution de vos problèmes, vous en tenez compte. Vous savez comment poser vos problèmes. Dans la communication, vous savez, très souvent, on commence par les conclusions avant d'arriver, en général, à la démonstration. On a envie de poser un problème, on conclut tout de suite. Moi, je quitte au travail, je viens à la maison.
je vais sous la douche, je me change, et puis je commence à m'habiller. Je porte un costume pour le soir à 19h. Je n'ai rien dit à ma femme au préalable. Et puis, c'est quand elle me demande où est-ce que tu vas, que je lui dis non, j'ai un ami qui m'invite à sortir, je ne peux pas faire autrement que de partir. Cette affaire, ça, c'est la conclusion. Si j'avais pris la peine de ne pas conclure avant de procéder à la démonstration, parce que la démonstration, je vais la faire quand elle va commencer à me poser des questions. L'idéal, c'est de la préparer, c'est de lui montrer les choses, la mettre en confiance, lui indiquer que vous n'êtes pas en train de faire les choses dans le noir. Avant d'arriver à la maison, allô chérie, j'ai un de mes amis qui m'a invité à sortir ce soir, je souhaite que tu m'y accompagnes. Dès que j'arrive à la maison, je vais prendre une douche et puis je m'habille et je vais sortir. Elle ne m'a rien demandé. Je lui donne l'information au préalable. Quand je finis de donner ça, quand j'arrive à la maison, elle sait que je vais sortir tout de suite. Mais quand je ne fais pas tout ça, je ne parle pas. J'arrive à la maison, je vais sous la douche. En ce moment, ça c'est normal. Parce qu'elle s'est dit, bon, c'est normal que quand il vient du boulot, il aille se doucher. Je finis ça et je me rhabille, ce qui n'est pas normal. Dans ce moment-là, elle commence à me poser 1001 questions. Et souvent, je m'énerve. Pourquoi est-ce qu'on me pose des questions? Elle est en train de me fouiller. Pourquoi est-ce qu'elle me demande où est-ce que je vais? Mais ça peut faire l'objet d'une autre émission parce que vous avez dit quelque chose de réel, c'est d'informer l'autre. Mais vous avez également souligné que le monsieur invite la dame à l'accompagner. Or, souvent, ce n'est pas le cas. Le monsieur n'a pas envie que sa femme l'accompagne. Soit il a envie de se retrouver avec des copains, soit il a un autre programme qui fait que la présence de son épouse n'est pas vraiment souhaitée. Donc, la problématique, c'est comment lui dire qu'il sort sans elle et sans créer de frustration dans le foyer. Pourquoi il va sortir sans elle? Ça, c'est une question pour moi. Pourquoi? Je ne comprends pas. Mais se marier avec quelqu'un ne veut pas dire être tout le temps, au quotidien, ensemble dans toutes les sorties aussi. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais je vous dis, madame, la transparence, c'est la clé de la confiance. Et la confiance, ça se construit. La confiance, ça s'entretient. La confiance, ça se cultive. La confiance, ça ne se décrète pas. Et la confiance, ce n'est pas au détour des paroles qu'on balance comme ça un soir. La confiance, c'est dans la transparence la plus absolue. J'ai rien à cacher. Un de mes amis Vous n'avez rien à cacher, mais l'ami est peut-être avec sa maîtresse. Et il va être gêné que l'épouse qui connaît son épouse réalise qu'il a une maîtresse, même si ce n'est pas le cas du mari qui sort. J'arrive pas à comprendre que on se marie, qu'on ait des visions un peu bizarres de la vie commune. Pour moi, quand on choisit, quand on n'est pas prêt, on ne rentre pas dans le mariage. Moi, je n'encourage pas les compromissions dans ce sens-là. Quand on n'est pas prêt au mariage, on ne s'engage pas. Quand on est prêt à la communauté de vie, la communauté de vie implique la communauté de vision, la communauté d'action, la communauté je ne dis pas de pensée, mais la communauté de façon de faire. Moi, si je suis assez diplomate, je sais que ma femme, elle ne va pas laisser ses enfants, elle ne va pas laisser la cuisine pour me suivre le soir à 19h, aller dans un restaurant, rien qu'avec mon ami. Je sais d'avance. Mais pour lui montrer que je n'ai rien à lui cacher, je lui propose de sortir. Si elle accepte de m'accompagner, on va y aller. Mais si elle n'accepte pas, je sais d'avance qu'à 70%, elle va dire non. D'accord. Elle va dire non, je le sais d'avance. Si je sais présenter le problème, elle ne va même pas accepter de me suivre. Si ma femme est transparente, elle ne va pas me fouiller. En fait, du moins, si moi je suis transparent avec ma femme, si je lui explique tout, je lui confie tout, il y a des fortes chances que jamais elle ne doute de moi. Ceux qui ne sont pas intéressants, ils en profitent souvent. Parce qu'ils savent que les cachettes les plus sûres sont les plus exposées. Donc, quand vous mettez votre partenaire très en confiance, en général, elle ne doute plus de vous et vous en profitez pour faire ce que vous ne devrez pas faire normalement. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Je suis dans la logique où on met la partenaire en confiance parce que c'est ce qu'il faut dans le couple. Quand on fait ça, il n'y a pas de raison qu'il y ait des conflits inutiles. La plupart des conflits naissent de ce qu'on a des choses à cacher. Qu'est-ce que j'ai à cacher? J'ai un coup de fil, je le décroche là où ma femme est. Elle le résout partout. Une dernière question, parce qu'on va devoir conclure. Oui. Je précise un peu ma pensée. Le mari n'a rien à se reprocher. Oui. Son ami l'invite à sortir, mais son ami, lui, il a des choses à se reprocher. Il sort avec sa maîtresse, qui connaît son épouse. Donc, il ne souhaite pas que son ami sorte avec lui aussi son épouse. Dans ce contexte-là, le mari est mal à l'aise pour dire à son épouse « accompagne-moi », mais lui, il n'a rien à se reprocher. C'est plutôt son ami. Donc, dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'il faut privilégier? La sortie avec l'ami ou le fait de ne pas y aller du tout pour rester dans le cadre de la confiance à la maison? Moi, je suis d'une autre logique. Carrément, les mauvaises compagnies qu'auront les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies qu'auront les bonnes mœurs. Je suis marié, j'ai mon ami, il sort avec une maîtresse. Si moi, je vais sans mon épouse, il y a des risques que moi aussi, je m'attrape une maîtresse.
Pour éviter ça, je suis marié, mon ami il sort avec sa femme, je viens avec ma femme. Il n'est pas avec sa femme, je ne viens même pas si moi je n'ai pas envie d'être corrompu. D'accord. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, madame. Et moi, je ne veux pas encourager les gens dans des mauvaises choses. Parce que ce genre de choses, on connaît la finalité. Qu'est-ce qu'il a à se reprocher pour ne pas accepter que son ami vienne avec son épouse? Parce que lui, il est avec une maîtresse. Il a laissé sa femme dehors. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, lui, si c'est cela le cas, moi, j'ai eu des valeurs à défendre. D'accord. Et mes valeurs à défendre m'interdisent, moi, de me coltiner avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que moi. Parce qu'il me retarde, il va me tirer à l'arrière. Si je ne fais pas attention, que je me promène tout ce temps avec cet ami-là, en réalité, qui n'est pas véritablement un ami. Parce qu'un ami, bon, les amis, ça se choisit, hein, c'est les frères qui s'imposent à nous. Et moi, je choisis donc les amis qui me sied, les amis avec qui j'ai les mêmes visions, parce que c'est moi qui les choisis. Donc là, je choisis des gens qui peuvent sortir avec leur épouse, parce que moi, j'ai envie de rester dans ces cadres-là, où je peux partir partout avec mon épouse. Si je suis dans cette vision, il n'y a pas de raison. Donc le problème ne se posera même pas. Très bien. Voici qui est clair. Quels sont vos propos pour conclure? Waouh! Je dirais que les crises font partie de la vie de couple. Mais les résoudre, c'est une autre difficulté qui s'apprend. Résoudre ces problèmes, ça s'apprend. Parce qu'on peut avoir un vrai problème. Quand on le pose mal, on a une mauvaise solution. Un vrai problème mal posé aboutit à une mauvaise solution. Pour éviter cela, il faut apprendre comment résoudre les problèmes. Et pour les résoudre, il y a des leviers sur lesquels il faut s'appuyer. Le cas de cette émission est un cas très restreint pour développer cela en longueur. Mais je pense qu'on peut toujours se donner la chance d'en parler ailleurs. Très bien. On vous joint comment? Au 07 65 29 27 ou au 01 38 38 51. Merci à vous. Excellente journée à vous, madame. Vous également. Merci beaucoup. Je vous remercie. Nous allons parler météorologie. Juste en transition, nous avons ce que l'on appelle un jingle.